Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Alors, je me présente. Je m'appelle Katia Yacoubi. Je suis travailleure sociale de formation. Je suis conseillère en économie sociale et familiale. Je travaille pour une association dans le 2 et 3e arrondissement de Marseille où j'accompagne 150 familles en difficulté. Le 2 et 3e arrondissement de Marseille, ce sont les arrondissements, d'après l'INSEE, qui sont les plus pauvres de France, voire d'Europe. Je suis aussi militante de la France insoumise dans les quartiers populaires, et notamment dans les quartiers nord de Marseille. Aujourd'hui, nous allons parler du vivre ensemble. Du vivre ensemble et de la laïcité en Europe, et plus particulièrement en France. Pourquoi j'ai choisi cette thématique? Pour la simple et unique raison, pour deux raisons même. La première, c'est que la laïcité a été instrumentalisée souvent par la droite et l'extrême droite. On n'est pas chez nous, rentrez chez vous, etc., etc. On en entend beaucoup à ce sujet. La laïcité est mal comprise, elle est mal vue, elle est mal interprétée. Je me demande même si la laïcité devient tabou, parce qu'on se sert d'elle comme une arme pour justement stigmatiser une catégorie de la population. Alors que la laïcité, elle est faite pour le vivre ensemble. Je vais rappeler juste la Constitution de 58. Elle dit quoi? Elle dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La laïcité, elle repose sur 3 principes et valeurs. La première, c'est la liberté des consciences. On a le droit de manifester donc ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public. Le deuxième, c'est la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. La troisième, c'est l'égalité de toutes et tous devant la loi, peu importe les convictions ou non de chaque individu. La deuxième raison qui me pousse à faire cette conférence, c'est l'actualité politique. L'actualité politique parce que, dans les mois à venir, Emmanuel Macron et son gouvernement veulent revoir la loi de 1905, pardon, excusez-moi. C'est vrai. Et de 1905, un tiers de cette loi va être revue, corrigée, voire supprimée. Et ça m'inquiète. Pourquoi ça m'inquiète? Je pense que vous avez tous vu le discours qu'il a tenu au Vatican sur la laïcité. Et ce discours m'interpelle. Donc s'il veut revoir cette loi, moi ça m'inquiète parce que M. Emmanuel Macron veut réparer le lien entre l'Église et l'État. Si le lien a été rompu, ce n'est pas pour rien. On le sait bien. Et aujourd'hui, avec nos intervenants, on va rappeler pourquoi ce lien a été rompu. Il parle aussi de la manifestation, des manifestants, donc des opposants au mariage pour tous, où il parle d'humiliation. Il parle dans ce discours d'une humiliation que les opposants ont ressentie parce qu'ils ont été mis de côté quand on a fait la loi pour le mariage pour tous, sous Hollande. Emmanuel Macron croit au besoin de transcendance des individus. Soit. Mais est-ce que ça concerne tous les individus? Toute la population française? Non. Pourquoi? Parce que 70% des Français ne se réclament d'aucune croyance. 70%. Donc, quand il a fait ce discours sur la laïcité, il est parti au Vatican pour récupérer donc le titre de chanoine de Latran. Qu'est-ce que c'est que ça? Chanoine. En fait, ce sont des titres donnés initialement donc, aux religieux. Je ne sais même pas pourquoi on le donne au président de la République. En fait, ça se faisait au temps des rois. C'était sous Henri IV. C'était le premier à avoir ce titre. Chaque 13 décembre du mois, une messe donc, est célébrée pour la prospérité de la nation française. Le premier président qui a accepté ce titre et qui est allé le chercher sur place, c'était René
Coty en 1957. Puis, il y a eu Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et le dernier en date, Emmanuel Macron. C'est ceux qui se sont déplacés au Vatican pour récupérer ce titre. D'autres présidents ont accepté le titre, mais ne sont pas allés sur place le chercher. Donc il y a eu Georges Pompidou, François Mitterrand et François Hollande. Je voulais vous dire que si Jean-Luc Mélenchon était président de la République, il n'accepterait ni ce titre et il n'irait même pas le chercher. Pourquoi ? Je crois qu'il sait pourquoi. Parce qu'il serait président de la République, justement. Et un président de la République, il représente toute la population française. Et les 70% aussi qui ne se réclament pas d'une appartenance religieuse. Je vais vous passer une vidéo, justement, de Jean-Luc Mélenchon qui répond à Éric Ciotti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous allez voir. Vas-y. Ne sera jamais une nation ethnique ni religieuse. Si nous rejetons la référence aux racines chrétiennes, ce n'est pas parce qu'elles sont chrétiennes qu'aucun d'entre nous ici ne se mêlerait d'avoir à commenter la religion ni la contribution du christianisme pour finir à la culture française. Mais ce qui ne va pas, c'est le caractère exclusif que vous donnez à ces racines. Car les racines de la France, monsieur Ciotti, vous avez évoqué le calendrier. Nous sommes au mois de juillet. Le mois de juillet, le mois de Jules César. Nous allons passer au mois d'août. C'est le mois d'Auguste. Le calendrier n'a rien à voir avec la religion. Vous avez évoqué l'architecture. C'est celle des Romains. Ils étaient, comme on disait, païens. Et puisque si vous êtes si bon français, souvenez-vous du fait que le seul empereur romain qui ait séjourné à Paris, Julien l'Apostat, était précisément réputé comme apostat parce que anti-chrétien et contre l'église de son époque. Et par conséquent, je vais vous dire qu'à Castel-Sarrazin, les racines françaises ne sont pas chrétiennes. Et qu'à Rouen, où se trouve la plus vieille synagogue de France, persécutée dès l'an 1000, les racines n'étaient pas chrétiennes pour les sujets du roi de France à cet endroit. Si bien qu'il y a et le christianisme et beaucoup d'autres choses. Et la dette que nous devons aux Arabes, c'est immense en physique, en chimie, en mathématiques et en philosophie. Quant aux fameuses racines, il faut bien les mettre quelque part. C'est dans un événement qu'en général vous situez, qui est le baptême de Clovis. Une opération politico-militaire qui servait à l'Église à réprimer les Ariens, l'hérésie arienne. Donc il ne faut pas faire de l'histoire un tel argument à cet instant. La volonté républicaine, c'est d'en finir avec la référence exclusive à une philosophie ou à une image qui essentialiserait les Français. La nation française ne sera jamais une nation ethnique ni religieuse. J'achève en vous disant que Lamennais, qui était bon catholique, disait qu'il voulait la loi de 1905 parce qu'il ne voulait pas être la religion officielle. Souvenez-vous-en, si vous voulez être bon français, venez aux racines de la laïcité. Merci, monsieur Mélenchon. Voilà, ça c'était envoyé. Hein. Eh oui. Il faut revenir aux racines de la laïcité pour le vivre ensemble. Pourquoi je vous mets cette vidéo? Parce que dans le discours d'Emmanuel Macron au Vatican, qu'est-ce qu'il disait? Ma présence ici témoigne de ce « en même temps ». Bon, vous allez me dire, on était habitué avec le « en même temps hein », ni de droite, ni de gauche, ni. On ne sait jamais où il va, Emmanuel Macron. Et il continue. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne savons pas d'où nous venons, quelles sont nos racines profondes, nos traditions. Donc, il revient à parler des racines judéo-chrétiennes. Mais qu'en est-il du vivre ensemble? Qu'en est-il de la laïcité si la France n'était vue que par cela, que par les racines judéo-chrétiennes? Moi, je vais vous dire, c'est de l'exclusion. Une partie de la population, dont les 70% que je vous ai cités, on les exclut totalement. Donc, oui, on connaît la donne, hein, diviser pour mieux régner, mais j'ai envie de vous dire que, je vais paraphraser Jean-Luc Mélenchon, l'ennemi n'est pas l'immigré, l'ennemi n'est pas l'étranger, l'ennemi, c'est ceux qui se gavent. Donc cette conférence débat, elle a pour objectif de favoriser le vivre ensemble par la réappropriation de la laïcité comme racine française. Parce que la laïcité nous concerne toutes et tous, elle ne concerne pas qu'une partie de la population.
Et cette conférence va aller aussi à l'essentiel concernant les luttes à mener pour favoriser ce vivre ensemble. La laïcité, elle se respire. On respire laïque. La laïcité, elle se vit, elle se partage. Elle nous concerne toutes et tous. Et donc, je vais vous présenter les intervenants ici. Donc, nous avons Alice qui est là, qui est Alice Nguyen Charbonnel, qui est écrivain, formatrice en qualité relationnelle, médiateur, qui travaille au bien vivre ensemble et qui a enseigné la laïcité dans les prisons. Elle a formé 2000 détenus en 2 ans sur les questions de la laïcité, de la citoyenneté. À travers la visite de l'histoire qu'elle va nous faire dans les pays européens, parce qu'aussi on va parler d'Europe, Alice va enlever des malentendus linguistiques et culturels. Nous avons aussi ici Henri Huil, membre fondateur et président de la Fédération des Bouches-du-Rhône de la libre pensée. Lui, il va désinstrumentaliser la laïcité. Et Kamel Benjegelal, qui est là, qui est candidat à la France Insoumise aux élections européennes, qui va, au travers des questions économiques, favoriser le vivre ensemble en parlant des questions essentielles, de difficultés de terrain, et comment pourrait-on justement sortir de ces difficultés sur la thématique de l'Europe et de l'économie. Voilà, donc je laisse la parole aux intervenants. La première qui va commencer, ça va être Alice. Je tenais juste à vous dire qu'après le passage des intervenants, on va faire une pause de 5-10 minutes et après, on va lancer le débat. Voilà, et vous aurez bien sûr la parole. Merci. Bravo, Kata. Bonsoir à tous. Alors, je ne vais pas me lever parce qu'on a des enregistrements. Je vais me présenter très brièvement pour que vous compreniez le sens de ma présence ici ce soir. Alors, j'ai grandi dans un pays étranger, au Sénégal. Alors, je suis en fait plus sénégalaise que française par ma culture parce que ça fait 4 générations. Voilà, pour tout vous dire. C'est un pays laïque. Bien, il n'y a pas de religion d'État. Il y a bien une séparation entre les pouvoirs. Et c'est une autre forme de laïcité. Donc j'ai connu la France à l'âge de 17 ans. Entre-temps, j'ai une mère bouddhiste, une grand-mère totalement athée, une autre grand-mère juive. J'ai été mise à l'école catholique et j'ai une famille d'accueil musulmane qui me gardait quand mes parents travaillaient et qui m'ont tout enseigné. Donc j'ai mangé à tous les râteliers et c'était le souhait de mes parents que je sache comment les autres croient, pensent, vivent. J'ai partagé les traditions avec les gens bien volontiers, voilà. Et j'ai étudié les textes comme un bon écolier, autant que j'étudiais à l'école. Je trouve que c'était très très riche parce que maintenant j'ai un peu de répondant quand on me dit des trucs. Bon, enfin, je suis plutôt branchée sur l'histoire parce que vous avez remarqué, certains, que je suis aussi calligraphe médiéval dans mon loisir. J'adore les textes anciens, j'adore étudier la linguistique et tout ça, donc voilà. Donc le sens de ma présence ici, c'est quand j'étais petite, je voyais ces gens croire des choses très différentes et bien vivre ensemble d'ailleurs, hein. Et j'avais envie de les aider à se comprendre, à mieux se comprendre entre eux. C'est comme ça que je suis devenue médiateur. Voilà, et bien d'autres choses. Mais bon, on va aller se concentrer sur l'histoire de France et sur cette difficulté qu'il y a eu spécialement en France pour vivre ensemble et partager des croyances différentes. Ça n'a pas tellement été possible sur notre sol. Vous allez voir, ça ne va pas être très joli. Mais vous allez apprendre des choses. Et j'espère que ça ne va pas être ennuyeux, j'espère bien. Voilà. Alors, si ça veut bien passer à la diapositive suivante, excusez-moi. Voilà. Donc, on va travailler sur ces socles fondateurs que vous n'allez pas renier, j'imagine, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Voilà. Sous, bien sûr, l'égide de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça va être mon angle d'approche. Regardez, est-ce qu'on était libre? Est-ce qu'on était égaux? Est-ce qu'on était fraternel? Comment c'était l'ébauche de laïcité, parce qu'il y a eu des ébauches avant qu'on en arrive à aujourd'hui. Hein, voilà. Mais pour bien analyser ce que je vais vous dire, je vais quand même distinguer 2 pouvoirs en place. Il y a le temporel, les rois, les comtes, les ducs, les seigneurs de la terre, et puis il y a le pouvoir religieux, hein, à partir de l'an du 5e siècle, le pouvoir religieux qui prend place en France, au royaume de France, d'une façon assez impressionnante, parce qu'en fait, les catholiques, à partir du IVe siècle, se sont glissés dans les chaussons des Romains. L'Empire romain défaillant avait toute une structure, toute une hiérarchie, plein de lois, plein de façons de fonctionner, une puissance militaire hors norme,
Et cette espèce de structure a servi tout simplement aux chrétiens pour rentrer, aux catholiques, je précise, parce qu'il y a plein de sortes de chrétiens, pour rentrer dans un moule tout fait qu'il a reproduit en faisant quelque chose de très hiérarchique avec beaucoup d'appartenance. Bon, je passe sur les détails, mais nous avons des grandes zones en fait d'influence avec la naissance du protestantisme que vous voyez en bleu ici, qui ne s'est pas fait sans douleur, des zones où on était plus libre que d'autres, les orthodoxes, les musulmans. Bon, c'était des chrétientés différentes, et je vais parler de ces blocs de croyances différentes. Parce que ça va être utile. Et vous voyez que le pouvoir temporel, il se dispute pour des tas de bouts de territoire, mais que le pouvoir spirituel, lui, prend bien son assise. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'égalité, vous le savez tous, mais bon, c'est un petit rappel. Évidemment qu'il y avait le roi, la reine et les vassaux les plus proches, ensuite les nobles, ensuite, bien sûr, les bourgeois, les gens qui faisaient du commerce, et qui étaient d'ailleurs classés au même niveau que les serfs, les paysans. Bon, donc une société extrêmement hiérarchisée. Bien sûr qu'on n'était pas égaux dans tous les sens du terme. C'est pas qu'avec l'argent, c'est aussi devant la loi, devant le statut de la personne. Et puis il y avait les sous-citoyens, parce que, excusez-moi, je voudrais quand même en parler, ça on n'en parle pas beaucoup. Il y avait les juifs. C'était même pas considéré comme un catholique paysan ou serf. Parce que ça, quand un juif devait croiser quelqu'un, eh bien, dans beaucoup de pays européens, il devait descendre en bas dans la merde. Vous savez que les rues étaient en pente et qu'on jetait le caca, le pipi par seau. On disait allô d'ailleurs. Bon, enfin bref, pour prévenir les gens que ça allait dégager. Et donc, tenir le haut du pavé, c'était réservé aux chrétiens. Et les juifs, eux, devaient marcher dans la merde, les yeux en bas. Et au partir du XIe siècle, porter un petit signe distinctif pour qu'on puisse bien leur cracher dessus quand ils passent. Ben, bon, donc c'était vraiment le sous-citoyen. Ça, on n'en parle pas, on vous fait des leçons d'histoire, mais on ne vous dit pas que ça a duré 2000 ans, qu'ils n'avaient pas le droit de pratiquer tous les métiers qu'ils voulaient, à part 6, parce que l'argent, c'était Satan, et que comme eux, ils étaient maudits, forcément que l'argent, c'était pour eux. Prêteurs, médecins, parce que toucher des corps, et puis c'était impur, la maladie, la mort, donc c'était bon pour les juifs. Voilà, tisserands, commerçants, musiciens, peut-être que c'est un métier qui n'a jamais été bien apprécié par la religion, comme les... Vous savez, tous les artistes, les gens qui faisaient du théâtre, ils étaient maudits. Parce que les artistes permettaient de dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Mais ça dérangeait les puissants, ça dérangeait la religion, voilà. Bon. Bref, interdit de se marier avec des chrétiens, chrétiennes, de posséder la terre. Et comme c'est eux qui prêtaient l'argent, très régulièrement, comme les puissants ne pouvaient pas rembourser, eh ben, on allait faire un peu de ratiboisage, on les chassait, et puis on ne remboursait pas. Et ça, tous les siècles, il y en a. Donc si vous êtes curieux sur la question... Vous irez sur Internet, mais il y a des bouquins qui sont sortis. Et récemment, Les chapeaux jaunes du pape, ça parle d'Avignon. Ça vous dit toute la condition au moment de la Révolution française. Et comment les Juifs étaient heureux quand il y a eu enfin la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça y est, on est citoyens. Jusqu'à présent. Voilà. Donc ça, Les chapeaux jaunes du pape, je vous le recommande. C'est une historienne qui a fait ça avec beaucoup d'images et de vérités historiques. Alors, la justice... Elle était rendue par le seigneur du domaine auquel vous apparteniez, parce que vous apparteniez à une terre, on disait Méjean. Et jusqu'en 1807, où il y a eu une loi grâce au code napoléonien pour tous les citoyens, et bien jusque-là, si vous aviez un conflit sur la terre où vous résidiez, vous étiez obligé de vous adresser au seigneur de cette terre. Donc si le conflit était avec lui, pas de chance. Voilà, et c'est au bon vouloir de ce dernier, donc il jugeait en son âme et conscience, mais pas avec des lois établies, pas forcément. Ça doit être donc inégal, arbitraire. Et puis alors les châtiments, les tortures du Moyen-Âge. Là, si vous êtes un petit peu intéressé par les choses sadiques, vous pouvez aller regarder, c'est gratiné. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, assez terrible. Alors, une chose que très peu de gens savent au sujet de la France, c'est que en 626, une reine française était une ancienne esclave et a interdit l'esclavage sur le sol français. Et cela est resté très longtemps. Beaucoup de gens se disent, bon, le blanc, il est esclave. Enfin, le blanc esclavagise et le noir est esclave. Mais pas en France. En France, on n'a pas fait la même chose que les autres. Le 3 juillet 1315, Louis le Hutin publie un édit, c'est-à-dire une loi, qui dit que selon le droit de nature, chacun doit naître franc. Franc veut dire libre. Donc, zone franche, c'est qu'on nous enlève des taxes. Port franc, c'est que, bon, on n'a pas les mêmes taxes. Bon, je vais passer là-dessus. Le mot franc veut dire affranchi, qui est sorti de l'esclavage et qui est libre, et qui n'a donc pas à payer de taxes, entre autres. Et donc, officiellement, depuis cette date, le sol de France affranchit l'esclave qui le touche. Cela veut dire que des gens cherchaient le sol français pour s'enfuir.
et qui ne pouvaient pas être poursuivis sur le sol français. En 1462, le pape Pie II qualifie l'esclavage de crime énorme. D'accord, sauf qu'en 1484, vous savez que il y a des gens qui sont partis, qui ont découvert des colonies, il y a des gens qui sont partis découvrir l'Amérique, et on a commencé à faire un truc abominable, le commerce triangulaire avec l'esclavage. C'était illégal en France, hein. Ils ont quand même fait. Et comme Napoléon a eu une petite amie qui était esclavagiste, qui avait des cannes à sucre, Joséphine, hein, c'était une réunionnaise, ou je ne sais, bon, eh bien en fait il a rétabli l'esclavage, voilà. Mais ce qui se pratiquait. Voilà. Et en 1948, on abolit l'esclavage. Alors certains sont moins égaux que d'autres, parce que est-ce que vous vous rendez compte que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 est promulguée? Ils vont attendre jusqu'à 1848 pour abolir l'esclavage, la puissance de l'argent. C'est quand même dingue, quand vous réalisez le temps que ça a pris, hein. Bon, voilà. Alors, je mis servage, je l'ai souligné parce qu'on va y revenir. Parce que comme le servage est interdit, vous allez voir que quand même les gens ont trouvé un moyen pour contourner ça. Je voulais vous dire que le bonnet phrygien que vous voyez sur Marianne, c'est le bonnet que les Romains remettaient aux esclaves lorsqu'ils étaient affranchis. Donc si Marianne est couverte, ça veut dire qu'elle est libre. Et c'est le sens d'ailleurs du voile islamique. C'est qu'à l'époque, à cette époque-là, les esclaves avaient tête nue et on pouvait les outrager. C'était des choses, c'était pas des êtres sensibles, même pas comme nos animaux. Et donc, il pouvait leur arriver n'importe quoi. Donc, n'importe quelle personne qui ne voulait pas être outragée, embarquée ou, malmenée, rudoyée, avait intérêt à se couvrir pour montrer son statut. Voilà. Et c'est pour ça que quand vous verrez le bonnet phrygien, vous saurez un petit peu ce qu'il signifie. Alors, l'esclavage est interdit. Ah bon, on va quand même trouver un moyen. Donc, on va le faire payer les paysans qui sont sur nos terres, nous les nobles. Et sur ces terres-là, ils vont devoir donner du beurre, du blé, de ci, de là, de la viande. Enfin, il faut bien qu'ils nourrissent tous ces nobles, tous ces braves personnages de la cour. Et puis on monte les prix, et on monte les prix, et on monte les prix. Et puis on fait payer un droit de péage du pont et de la route pour construire la route. Bon, bref. Et les gens sont complètement étranglés, ils ne peuvent plus payer. Alors on entre en esclavage pour dette. C'est-à-dire le serment de servage, servage, c'est ça, signifie qu'on se donne toute sa famille et soi, on appartient au Seigneur parce qu'on n'a pas pu payer. Vous voyez le truc un peu tordu. Donc en fait, ils ont quand même réussi à établir le servage alors que l'esclavage était interdit sur notre sol. C'est pourquoi Louis le Hutin a fait cet édit pour dire arrêtez avec le servage, on a dit que c'était interdit et vous faites quand même. Pour dire que je me demande si on n'en est pas encore un peu là, hein, mais bon. Voilà. Alors pour ce qui est de la liberté d'aller et venir, on vient d'en parler. Quand vous étiez attaché à une terre, vous ne pouviez pas partir, hein. Et si vous partiez, un autre seigneur vous attrape, hop. Bon. Donc la liberté d'aller et venir, on oublie. La liberté de penser et de croire, ça, c'est pas possible du tout sur le sol français. C'est une terre qui est, quand on dit fille aînée de l'Église, c'est pas peu dire, c'est une terre qui a laissé la part belle au catholicisme et qui a laissé la population se faire maltraiter par la religion, comme l'Espagne, comme le Portugal et comme l'Italie. On ne peut pas critiquer ni le roi ni le seigneur. Donc quand on vous parle de la Révolution française, on vous parle souvent du fait que les gens se sont révoltés contre le roi. On ne vous dit pas qu'ils se sont révoltés contre tout le clergé. Mais ça, c'est la partie la plus lourde, je pense. On est arrêté sur des dénonciations et des soupçons. Ça, c'est une chose pour le pouvoir temporel. Mais le pouvoir spirituel a créé quelque chose dont vous avez entendu parler, l'Inquisition, qui va traquer les mauvais croyants chrétiens. C'est-à-dire, on ne va pas s'embêter avec les juifs et les musulmans, mais elle va s'attaquer aux mauvais croyants. Et puis, donc, ces gens avaient bien plus peur des religieux que des nobles. Et il faut dire que l'Inquisition s'est aussi défoulée, c'est le terme que je dis, en Amérique du Sud, où ça a été vraiment un carnage, parce que, elle a voulu obliger les gens à croire comme il fallait, et manger comme il fallait. Vous savez que l'amarante, c'était la plante qui était vénérée et utilisée comme plat principal par toute l'Amérique du Sud. Eh bien, cette amarante, comme il remerciait la nature, il l'avait nommée, il l'a déifiée. C'était forcément un démon, donc ils ont pourchassé les gens. Comme ils ont changé d'alimentation, ils ont perdu toute leur flore digestive. Et du coup, les microbes des Blancs arrivaient, paf, c'était le carnage. Bon, enfin, petit aparté, c'est pas l'Europe, mais je voulais vous dire que les méfaits se sont étalés largement. Alors, les persécutions religieuses, à chaque fois, on perd 3% de la population, et surtout le sud de la France. Alors là, c'est l'endroit le plus... massacrés de toute la France. D'abord, avant tout ça, on a eu les croisades.
des seigneurs sont descendus en passant par le sud. Eux qui vivaient avec des bouillies d'avoine, des trucs, des maisons avec des lits clos, ils mouraient de froid. Ils passent par le sud pour aller, bref, faire ce qu'ils avaient à faire dans les croisades, je ne vais même pas détailler. Et ils découvrent que les gens du sud vivent avec des couleurs, avec des fruits, avec des femmes participent au conseil, des juifs sont avec les chrétiens, c'est quoi ce truc-là? Enfin bref. Et lorsqu'ils ont fini de faire leur conquête, lorsqu'ils retournent chez eux, il faut leur donner des terres. Et donc là, on va devoir dire qu'il y a des gens qui vont être chassés, comme le comte de Toulouse. Enfin, donc en même temps, quelque temps après les croisades, nous avons des chrétiens d'une autre sorte qui se mettent à croire pas comme il faut. Je ne vais pas détailler, mais 2 siècles de persécution, des gens brûlés vifs. En fait, les cathares ne voulaient pas manger de viande, par exemple. Ils disaient que c'était les véganes de l'époque. Disaient que c'était un crime et que Jésus, écrit dans la Bible, tu ne tueras point, et que c'est écrit dans la Bible qu'on ne mange que des graines, ici et là. Donc, ils avaient fait texto ça. Et donc, ils refusaient de tuer les animaux. Donc, quand l'Inquisition attrapait une femme, suspectée d'être cathare, il fallait qu'elle étrangle une poule à main nue, sinon c'est elle qui passait au bûcher. Voilà, bon. Donc, à Béziers, toute la population a été massacrée en une seule nuit. 18 000 personnes, 25 000, on ne sait pas exactement selon les versions. Alors, une légende circule. L'évêque d'Amaury, c'est ça. L'évêque Amaury était devant la porte de Béziers. Le capitaine qui devait diriger toute l'opération de massacre dit « Mais enfin, monseigneur, quand même, il y a des bons chrétiens là-dedans, je ne veux pas tuer tout le monde. Comment je vais les distinguer ?» Et Amaury aurait dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » Donc, tout le monde est passé au fil de l'épée, les vieux, les gosses, les femmes enceintes, allez hop, un bain de sang pour terroriser les gens, pour bien expliquer qu'il faut croire comme il faut, je vous le dis, et en chantant Veni Creator Spiritus. C'est magnifique. Bon, bref, aujourd'hui, en terre d'Occitanie, bougre d'Amaury est une insulte commune. Bougre voulait dire enculé. C'est une insulte raciale, parce que bougre voulait dire bulgare. Et bulgares, c'était des chrétiens orthodoxes, donc forcément des sodomites. Vous voyez, c'était maudit à l'époque. Enfin, je vous donne les étymologies des mots. Bon, ça n'est pas très glorieux cette histoire. Il y a eu aussi les Templiers, parce qu'ils avaient inventé le chèque, ils étaient riches, alors forcément il fallait leur piquer la caisse et les tuer, sous des prétextes. Il y a eu tous les génocides d'Amérique du Sud que j'ai évoqués tout à l'heure, mais restons sur l'Europe. Nous avons eu une autre forme de croyance qui a émergé au XVIe siècle, les protestants. Les protestants, curieusement, ça suit l'imprimerie. Moi, j'ai fait un parallèle avec les deux, c'est que la Bible a été imprimée. Il y a plein de gens qui ont pu la lire et qui ont dit, bah, finalement, ce qu'il nous raconte là, c'est pas ça qui est écrit. Et donc, ils ont protesté. Et tout un mouvement a protesté, a lu la Bible dans le texte d'origine. Et donc, ça s'est pas passé. Des bains de sang, guerre de religion de 1550 à 1787. Avec la Saint-Barthélemy, une journée extrêmement sanglante sur tout le pays. Je veux juste vous dire que même encore avant 1550, il y a dû avoir quelque chose. J'ai un ancêtre qui a été brûlé vif pour avoir défendu les protestants, pour avoir refusé de les exécuter juste parce qu'ils étaient protestants. Il a dit au roi de France, je suis un juge, je ne suis pas un exécuteur. Au bûcher. Tout conseiller du roi de France, premier magistrat qu'il était, au bûcher. Vous chercherez Anne de Bourg, voilà. Donc il y a des gens qui ont essayé de s'opposer, mais le pouvoir était tellement fort. Alors, une fois que l'Inquisition a ratiboisé les Templiers, les cathares, les protestants, et qu'elle ne savait plus quoi faire, elle s'en est pris aux femmes célibataires, 80% de ses victimes. Ces hommes étaient désœuvrés, il fallait qu'ils s'occupent, je suppose. Et 80% de femmes célibataires. Alors, le mythe de la sorcière date de là. Avant, on ne parlait jamais de sorcières, ça n'existait pas. On dit les sorcières du Moyen-Âge. Non, pas avant, le XVe siècle. Parce qu'avant, les femmes, elles cultivaient, elles avaient les petites plantes, et puis quand les hommes rentraient des batailles, qu'ils étaient abîmés, elles savaient mettre des onguents avec de la sauge pour empêcher les infections, elles savaient faire des petites choses pour faire tomber la fièvre. Après, c'est devenu interdit. Le moindre fait d'aller se promener dans les bois pour ramasser une plante, on était dénoncé, ça y est, t'es une sorcière. Voilà. Bon, la dernière sorcière brûlée en France l'a été en 1886. Pour vous dire, on revient de très loin. Hein. Voilà, je ne vais pas donner tous les détails, c'est très vilain. Des choses que vous ignorez, que j'ai appris parce que ma fille a fait un CAP d'esthétique et qu'ils ont étudié l'histoire de l'esthétique. Les femmes s'épilaient. Je me suis demandé s'il y avait une mutation génétique, pourquoi elles avaient des grands fronts comme ça. Elles étaient épilées des sourcils et du sommet du crâne.
Parce que le poil, c'est le démon. On sait bien. Hein. Voilà, donc il fallait pas montrer la peau du pied, sinon c'était faire une avance. Donc les pieds devaient être couverts. Il fallait être très blanche. Et donc la femme reste terreur religieuse de 7 siècles, hein, où on est correctement, on se tient correctement, puis on a très très peur. Ou bien, si quelqu'un vous dénonce, les tortures, vous ne pouvez même pas imaginer ce qui se passait, parce qu'on ne les exécutait pas, on les torturait très longtemps pour bien s'amuser avec elles, pour ensuite les exécuter. Voilà. Donc, 7 siècles de terreur religieuse, imaginez ce que ça fait dans un pays. Voilà. La femme reste mineure jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bon, je vous montre juste comment les femmes devaient se couvrir. Et vous voyez que plus on approche du XVe siècle, où on a intensifié la chasse aux sorcières, et plus la femme se couvre parce qu'elle a peur, à cause des religieux. Le menton, parce que ça peut séduire, et tout ça. Voilà. Et ça, c'est une chose qu'on ne vous dit pas beaucoup. Donc, la fin des tortures, quand même, un jour, ça arrive. Ce n'est pas la Révolution française qui a aboli les tortures, mais un roi qui était un petit peu progressiste, et en 1779, donc il supprime à nouveau le servage, parce qu'on a beau le supprimer, ça revient. Hein. Il va falloir recommencer, je crois. Et il abolit la torture en 1780. C'est-à-dire qu'on ne doit plus avoir des châtiments corporels, se faire fouetter sur la plage publique, la roue, enfin bon. Louis XV. Hein? C'est Louis XV. Non, c'est Louis XVI. Oui, Louis XVI, pauvre Louis. Le sens du mot main morte. La main morte, c'est une taxe. C'est ne pas y aller de main morte, c'est une taxe extrêmement lourde. On a gardé ce terme, ne pas y aller de main morte. Bon. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est promulguée en 1789 grâce à la Révolution française. Donc là, on a gagné le principe de sûreté, c'est-à-dire l'intégrité corporelle. On n'a plus le droit de vous taper, de vous torturer, de vous faire du mal à votre corps. Vous devez rester en bonne santé si on vous attrape. Donc depuis 1789, théoriquement, quand vous êtes arrêté, on ne vous tape pas. Même pas quand vous manifestez, tout ça, voilà. Ce n'est pas la France qui a inventé les droits de l'homme. Je vous signale quand même que le Bill of Rights des Anglais en 1689, c'était les droits de l'homme, mais ça ne parlait que des gens de la politique. Et ensuite, la Constitution des États-Unis parle bien de droit à la propriété et de droit à l'expression et de ne pas être inquiété pour ces expressions. Voilà. Et en fait, cette déclaration va être prise en 1948 par les Nations Unies entières, qui va donner 2 articles. Tout individu a droit à la vie, la liberté et la sûreté de sa personne. Nul ne sera soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Là, depuis, ça devient beaucoup plus clair que vous devez être traité correctement. Si vous êtes malade, vous êtes soigné, même quand vous êtes arrêté. Et puis, vous n'êtes pas arrêté de façon arbitraire, et puis on ne perquisitionne pas comme ça. Voilà, bon. Revenons donc à l'histoire de la laïcité. Quand est-ce qu'elle est née, cette laïcité? D'abord, quand est-ce qu'elle n'a pas été? L'État français s'est marié avec la religion en 496 avec le baptême de Clovis. C'est-à-dire qu'il lui a remis les clés de la nation. Il a remis les clés de la nation au pape pour se donner une légitimité et pour gagner des territoires qui lui résistaient parce que très catholiques. Et donc comme ça, il a risqué de perdre tous ses soldats qui, eux, étaient très païens. Mais il a réussi à unifier plusieurs régions et il l'a fait de façon politique, pas parce qu'il croyait, on suppose, hein. Et donc ça a duré jusqu'en 1789, où on a seulement maintenant le droit d'avoir pas les mêmes opinions religieuses que ce que la religion demande. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la religion pouvait se permettre de punir n'importe qui pour ne pas avoir cru comme il fallait et penser comme il fallait. Alors pour le roi, c'est penser comme il fallait, pour la religion, c'est cru comme il fallait. Voilà. Et en 1792, donc, l'État permet le divorce. Alors, le code napoléonien permet le divorce. Ça a horrifié les religieux. Ça les a beaucoup fâchés. Le truc qui les a le plus fâchés, c'est le fait de créer l'éducation nationale en 1823. Ça a fait énormément de remous parce que le clergé tenait l'enseignement, l'écriture, et c'était eux qui transmettaient. On leur retire ça, c'est comme s'ils n'avaient plus rien à faire. Et ça a mis un siècle pour que l'État et l'Église se disent « Oh, ça suffit maintenant, on divorce ». Maintenant, l'État s'occupe de l'État et la religion s'occupe de la religion et nul ne doit se mêler des affaires de l'autre. Et donc, vous imaginez 1789-1905, plus d'un siècle de tergiversation pour arriver
à définir cette laïcité française qui va être exclusive. C'est mêle-toi de tes oignons et viens pas te mêler des miens. Voilà. C'est une laïcité comme ça. Avec des réflexes culturels qui restent, c'est-à-dire que quand l'école laïque a été faite, l'école d'État a été faite, l'éducation nationale, il restait encore les écoles religieuses. Et on a des films, bon, je vous ai mis Don Camillo et Pépone parce que c'est vraiment très symbolique de cette lutte entre les écoles. Bon. Alors les malentendus sur la laïcité, laïque est un mot qui vient du clergé pour désigner les fidèles croyants qui ne sont pas ordonnés religieux, donc pas en costume. Donc historiquement, quand on est laïque, eh ben, on n'a pas de vêtements religieux. Donc vous voyez le problème avec le voile. Parce que c'est un terme catholique. Il n'est pas approprié à ce qu'on en a fait, mais on fait avec. Il vient du grec laïkos, qui veut dire le peuple. Et en vieux français, le mot laïc voulait dire illettré, tandis que le clerc voulait dire savant, instruit. Donc ça veut dire laïque voulait dire illettré, gens du peuple, mais c'était les croyants, puisque de toute façon, il n'y avait pas d'incroyants, hein, ils étaient tués, donc il n'y a pas le choix. Voilà. Chez les catholiques, hein, pas chez les orthodoxes, parce que chez les orthodoxes, si vous disiez je ne crois pas en Jésus, je ne crois pas en Dieu, ben on vous excommuniait, on disait qu'on ne va pas vous enterrer et que vous n'allez pas vous marier religieusement, et puis vous pouvez n'en avoir rien à faire. Comme vous pouviez être très affecté, peu importe. Mais il n'y a pas eu de massacre comme ça en Europe de l'Est. Hein. C'est réservé spécifiquement aux catholiques. Donc la religion ne doit pas... L'autre malentendu, c'est les gens, et beaucoup de publications d'extrême droite vont vous dire, la religion ne doit pas s'exprimer dans l'espace public, elle est intime. Ça, c'est pas la loi, c'est de la culture. C'est-à-dire que les gens, pour vivre ensemble, ont pris l'habitude d'être discrets sur leurs croyances et de pas trop en parler, comme on évite la politique et la religion en famille pour pas se disputer, quoi. Mais en fait, les gens confondent l'espace public, où tout le monde peut s'habiller comme il veut et parler de ce qu'il veut. Et on a bien, les témoins de Jéhovah peuvent se promener dans la rue pour convaincre les gens, s'ils veulent, ils ont le droit. Il ne faut pas confondre l'espace public et la fonction publique, et l'établissement scolaire, qui sont des sanctuaires. L'établissement scolaire est un sanctuaire où on dit, bon, allez, on chasse tout ce qui est représentation visuelle de la croyance, mais la fonction publique qui représente l'État n'est pas supposée promouvoir une religion, une croyance. Parce qu'on est au service de l'État, qui est l'État de tous les Français. Donc il y a des petits malentendus là-dessus. Bon, en même temps, en même temps, n'est-ce pas, je fais un petit aparté pour vous dire que je vous ai dit des horreurs sur la religion catholique, mais ce n'est pas ça. La religion catholique, c'est toute l'humanité, en fait, de l'époque. Donc elle était très dure, elle était violente. Quand il y avait des guerres, ça y allait à la massue. Bon, bref, donc c'était pareil pour les droits, hein, voilà. Mais en même temps, il y avait des très belles choses. Il y a des gens qui se sont dévoués aux autres, qui ont créé des hôpitaux. Et là, je vais vous parler de Saint-Yves en Bretagne pour mettre un peu de douceur dans ce monde de brut. Saint-Yves, c'était un seigneur qui possédait de grandes terres, qui était l'héritier de tout un domaine, d'un château et tout. Et il a tout donné aux pauvres. Les pauvres pouvaient venir manger chez lui, dormir chez lui. Et il était avocat. Il connaissait tout ce qu'il fallait au niveau juridique et il allait défendre les pauvres. Et il les défendait avec tellement d'esprit que... Bon, je vous raconte une petite histoire. Je ne vais pas résister. Donc un jour, un pauvre passe devant une auberge et ça sent tellement bon la cuisine. Et puis lui, il n'a rien à manger, alors il reste là, il renifle. Et le gueux qui sent mauvais fait fuir les clients. Et l'aubergiste lui dit « Paye-moi parce que tu renifles l'odeur de mon repas. » Et ça termine au tribunal. Saint-Yves demande une pièce au pauvre. « Vous avez une pièce ?»« Mais monseigneur, j'ai juste ça. Donnez-moi votre pièce. » Et donc Saint-Yves prend la pièce, la jette en l'air, la fait tomber et dit « Aubergiste, vous avez entendu tomber la pièce ?» Oui, le bruit paye l'odeur. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a eu des gens qui étaient d'esprit, qui se sont dévoués, qui ont ouvert des hôpitaux, qui ont fait de la charité, qui ont fait des choses humaines tout simplement. Ben, ils n'avaient pas d'autre choix que d'être religieux de toute façon. Hein. C'est pour vous dire que je ne veux pas mettre tout sur le dos de la religion. C'est une époque qui était très, 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 très dure. Alors, je peux oui. Un commentaire sur le mot saint, qui est défini des gens parfaits, soi-disant, sachant que dans la Bible, on trouve Éphésiens 4:11, certaines listes pour le perfectionnement des saints. Comment peut-on perfectionner des gens qui le sont déjà parfaits? C'est dans la Bible. D'accord, merci pour l'information. Alors, en fait, la sainteté ne définit pas des gens parfaits, mais elle définit normalement des gens qui répondent à un certain nombre de critères. Il y a un tribunal, il faut qu'il y ait eu des miracles, il faut qu'ils aient été montrés une véritable dévotion toute leur vie. Enfin, c'est très très long leur truc là. Et bon, ces procès aboutissent au fait que nous avons à peu près 10 000 saints.
dans le calendrier. 10 000 personnes, remarquables par leur dévouement ou leur résistance à l'oppression parce qu'ils ont refusé de se convertir. Bon, voilà. Mais bon, ça, c'est des définitions religieuses. Hein. Alors, pour la fraternité, pour l'époque, comme les gens étaient religieux, c'était la charité chrétienne, qui n'était pas un vain mot, parce que on devait mettre une assiette pour le pauvre dans les maisons. Il y avait des hospices religieux. Par contre, il n'y a pas d'égalité, parce que c'est à la tête du client. Donc, si lui, il a une bonne tête, je vais lui donner. L'autre, il est trop pouilleux, je lui donne rien, il me fait peur. Bon, voilà. Alors que lorsqu'on a des droits sociaux, c'est les mêmes pour tout le monde. Quelle que soit notre apparence physique, quel que soit le fait qu'on soit aimable ou pas aimable, on a des droits, on les a. Voilà. Donc à l'époque, il y avait une charité, il y avait une fraternité, mais sans égalité, c'est une catastrophe. Hein. Voilà, bon. Ici, on a donc l'émergence des droits sociaux, qui sont l'expression de cette fraternité, mais qui sont associés à l'égalité. Donc protection contre les accidents du travail, 1898. À partir de 1928-30, les lois pour la maladie, la vieillesse, la maternité, l'invalidité, les décès, voilà. Donc ça, ce sont des conquêtes qui vont permettre d'exercer une fraternité saine. Alors j'arrive presque à la fin de ce petit parcours historique sympathique. Donc on a parlé d'Europe. Comme je vous l'ai dit, en Europe de l'Est, il n'y avait pas de persécution. Donc les gens n'ont pas eu peur de la religion, ils n'en ont pas attrapé une horreur. Parce qu'à la Révolution française, chez nous, ça a chauffé. Hein. Il y a eu des viols de religieuses, il y a eu des profanations d'églises, il y a eu de la casse. Parce que les gens se sont défoulés. Il y a même eu des persécutions des chrétiens en Vendée, avec des choses immondes, comme le baptême républicain. On attrapait un religieux, une religieuse, on les mettait à poil ensemble avec un chat, on enfermait dans un sac avec des pierres et on mettait ça au fond de la rivière. Quoi. Histoire qu'ils souffrent bien pendant qu'ils décèdent. Quoi. C'est les républicains qui ont fait ça. Pour vous dire qu'il y avait de la vengeance dans l'air. Il y avait de la vengeance. Mais il n'y a pas eu ça du tout en Europe de l'Est parce que les religieux n'ont pas persécuté la population. Par contre, que ce soit la Chine ou la Russie, les religions ont été combattues par des États athées. Ils n'étaient donc pas du tout laïques. Parce que si on dit que l'athéisme est la religion d'État, qu'on ne veut pas entendre parler de religion et qu'on empêche les gens de pratiquer, on n'est pas laïque. Pas en autre sens, ça veut dire que les gens ne sont pas libres de croire comme ils veulent. Ou de ne pas croire comme ils veulent. Voilà. Donc on ne peut pas dire que ces États communistes étaient laïques. En même temps, ce qui a aidé que ça soit plus correct dans ces pays à partir de la Grèce, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir central des orthodoxes. Alors que les catholiques étaient montés comme une armée, les Romains. Voilà. Les pays qui ont été protestants, c'est des pays où il y a plein de gens persécutés qui se sont sauvés. Voilà, les enfants de mon ancêtre, ils sont partis en Angleterre, d'autres sont partis en Allemagne, en Suisse. Donc forcément, ils ont construit le protestantisme avec le souvenir de tout ce qu'ils avaient mangé comme persécution. Et ce sont des zones libres, par définition. Donc ils n'ont pas de souci pour vivre à plusieurs avec des croyances différentes. L'Espagne, il faut quand même la signaler, c'est magnifique. Il y a eu donc de 711 à 1492 les Almoravides qui ont... Alors, je ne vais pas dire que tout était beau, bon, le temps était dur, d'accord, mais quand même, les trois religions ont cohabité, les juifs, les protestants, les catholiques, les musulmans, pas les protestants, pardon, je n'étais pas encore là, les catholiques, les musulmans ont cohabité, c'était des berbères, ce n'était pas des arabes qui ont colonisé l'Espagne. Ils étaient assez cool, c'était politique, c'était pas religieux. Donc, ils n'ont pas forcé les gens à se convertir, ils devaient juste prêter des serments, comme la dame d'Orange, libérée par Saint-Guilhem, Guillaume d'Orange. Eh bien, en fait, cette dame, on lui a juste demandé de faire serment sur son prophète et qu'elle ne s'enfuirait pas et qu'elle resterait, et puis elle est restée. Voilà. Donc, en Espagne, c'est pas les morts qui ont conquis l'Espagne? Alors, pas vraiment. Non. Les morts, en fait, à ce que j'ai lu, les Almoravides seraient plutôt berbères que morts. Les morts n'ont pas bonne réputation avec eux parce que eux, ils emportaient beaucoup les populations en esclavage. Il faut savoir qu'il y a 1 million d'esclaves blancs chrétiens emportés par les Maures et par les Algériens à l'époque en esclavage. Pas de descendants parce que les hommes étaient tous castrés. Il y en a 1 sur 2 qui mourrait. Voilà. Bon, on a payé bien moins tribut que les Africains, à côté en nombre. Enfin bon, en Espagne, il y a eu du vivre ensemble des trois religions sans heurts. Et donc l'Espagne n'a pas, bien qu'elle ait été massacrée par Torquemada et par l'Inquisition comme les autres, elle n'a pas autant de refoulement, de rejet de la religion qu'on peut l'avoir
sur la France républicaine qui a vraiment supporté des choses ignobles. Le Portugal, qui est très catholique, qui a été fait par un comte français, lui, il est particulier parce que lui, quand il colonise, il se mélange à la population. Alors vous avez plein de métis, des Oliveira, Delgado et compagnie, parce que le portugais se mélange, donc il n'y a pas de ségrégation, il y a une sensation d'égalité. Enfin, bon, il a colonisé quand même, mais il n'a pas du tout la même culture que le français ou l'anglais quand il le fait. Donc pour le vivre ensemble, il y en a deux qui n'ont jamais supporté deux religions sur leur territoire sans avoir de graves heurts jusqu'à très tard, l'Italie et la France. Vous voyez où je veux en venir, c'est que nous, on a un sacré travail à faire pour se vivre ensemble. Il y a de la réparation, il va falloir lutter contre l'ignorance, rétablir certains malentendus dont je vous ai parlé. Alors j'espère que maintenant le chapeau, le bonnet de Marianne va vous parler un petit peu, quand vous le verrez. Voilà. Et donc en conclusion, je vous ai mis la citation de Averroès, qui est un philosophe arabe d'origine espagnole. L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. 12e siècle, on en est encore là. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Alice. Merci Alice. Allons-y. Chers amis, alors je vais vous saluer comme si on était dans une réunion de la libre pensée. Chers amis, citoyens, camarades, de sorte qu'il y en ait pour tout le monde dans ce camp-là. Alors, la discussion qui est peut-être importante, c'est sur l'instrumentalisation qui est faite de la laïcité. Alors, on va l'aborder sous l'angle le plus simple qui soit, une pure définition. Les gens, notamment à l'extrême droite. Ça commence à l'extrême droite, mais vous savez, après ça part comme ça, de plus en plus vers le centre, et le centre étant dépassé, de plus en plus vers la gauche. Et très clairement, je vous parlerai de Manuel Valls, qui est quelqu'un dont on ne dira jamais assez de mal, en définitive. Oui. Parce que le problème est le suivant, c'est de l'extrême droite jusqu'à des rivages assez loin, à ce qu'il est convenu d'appeler la gauche dans les journaux, on veut nous vendre l'idée suivante: la laïcité, c'est une restriction des droits des citoyens. C'est-à-dire que si la fantaisie vous prend de vous vêtir de telle façon, eh bien, vous n'avez pas le droit. Si la fantaisie vous prend de penser ceci ou cela, de manger ou ne pas manger ceci ou cela, vous n'avez pas le droit parce que ce serait une violation de la laïcité. Je vais vous donner deux exemples faciles. Par exemple, il est dans ce camp-là, qui j'espère n'est pas le nôtre ce soir, il est de bon ton de dire que dans le cadre de la laïcité, il faut qu'un petit qui a 8 ans, qu'il soit juif ou musulman, si on sert du porc à la cantine, il mange du porc ou bien il ne mange pas. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Parce qu'au bout d'un moment, il faut dire les choses comme elles sont. C'est dégueulasse parce que d'abord, on ne s'en prend pas à des enfants, et ensuite, qui sont-ils pour décider de ces choses? Je vous prends un deuxième exemple. C'est un exemple qui est très compliqué, très franchement, qui est compliqué à gérer si vous travaillez dans un centre social, au hasard, dans le 15e arrondissement de Marseille ou dans le 3e arrondissement de Marseille, la question de port de ce... Alors, après le voile, le foulard, tout ça, c'est... Parce que dès que vous mettez un truc sur la tête, c'est un voile. Même si on voit parfaitement tout votre visage. Vous savez comment ça fonctionne. Au-delà de ce qu'on peut penser de ce port, de ce qui est un attribut vestimentaire, au-delà de ce qu'on peut en penser, avant de savoir si je suis pour ou si je suis contre, si je trouve ça bien ou si je trouve ça pas bien, à partir du moment où une violence n'est pas exercée, une contrainte n'est pas exercée sur la personne qui décide de faire ça. Parce que, je prends un exemple très lointain, mais par exemple, Louise Michel, elle était communarde. C'est pas parce que c'est son mari qui lui a dit. Et oui, parce que, voyez-vous, il y a des femmes, nombreuses, qui font pas forcément quelque chose parce que c'est leur mari qui leur a dit. Parce que c'est leur frère aîné, ou leur père, ou leur... Vous savez, il y a des femmes qui ont des opinions, qui ont des engagements. Alors, il y en a que j'approuve, il y en a que je désapprouve. Mais c'est comme ça, la vie. C'est leur droit. Et donc, si une femme décide
sans contrainte, sans violence, de mettre un foulard sur ses cheveux, on va nous dire c'est pas laïque. Parce que, voyez-vous, la France, c'est un pays laïque. Pourquoi c'est un pays laïque? Imaginez-vous cette chose extraordinaire, c'est parce qu'il a des racines chrétiennes. Alors un pays serait laïque parce qu'il aurait des racines religieuses. Non, non. Il ne faut pas confondre ce qui fut, ce qui n'est plus et ce qu'il en est aujourd'hui. La France n'est pas un pays chrétien. La France, depuis 1789-1793, c'est une république. Alors il y a eu des restaurations, bonapartistes, monarchistes, tout ce que vous voulez. Il y a eu des retours en arrière. Ça, c'est la vie, hein. Vous savez, il est de ça, il est de la laïcité, il est des droits de l'homme, il est de la liberté de conscience, comme il est du SMIC et du Code du travail, hein. Vous vous battez, vous arrachez quelque chose, l'encre n'est pas sèche, qu'on essaye de vous le reprendre. D'ailleurs, entre nous, hein, tout ce qu'ils nous ont repris, on est bien décidé à le reprendre. Ah oui, mais ça a un nom. Ben oui. Et donc, des fois, les gens qui disent « Ah, mais c'est pas un pays laïque, la France, parce qu'il y a si... » Non, c'est un pays laïque, simplement la laïcité, elle est brouillée, elle est entachée, elle est bafouée, elle est malmenée dans tous les sens du terme. Il reste que la France est une république et c'est un pays laïque. Et ça vit dans la conscience des gens. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, quand on veut désigner des boucs émissaires, pour parler net, comme on désignait, vous savez, les banquiers juifs dans les années 30, dans les années 20, dans les années 30, le bouc émissaire, c'était pas les juifs, c'était... Parce que ça faisait nazi, vous voyez. Mais quand on est de la bonne société catholique bien élevée, qu'on est abonné à la croix, eh bien, on s'en prend aux banquiers juifs, aux plutocrates, voyez-vous. Après, bien sûr, dans les camps, il y avait plus de prolos que de banquiers. Ça, c'est une réalité. Et donc, quand on veut désigner des boucs émissaires, eh bien, il faut qu'on s'en prenne à l'islamisme, à l'intégrisme, etc., etc. Mais il est bien entendu entre nous, gens de bonne compagnie, toujours abonnés à la croix, qu'en fait, c'est après les Arabes qu'on en a. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire ça. Alors, vous dites, oh, il y a un danger islamiste. Vous voyez le truc, comment ça fonctionne. Et donc, j'en reviens à ce qui me paraît être l'idée fondamentale, c'est la laïcité, c'est-à-dire la stricte séparation entre les cultes, tous les cultes, et l'État. Ça veut dire que l'État ne se mêle pas de ça. L'État ne se mêle pas de régenter, de gouverner ce que vous avez, ce que j'ai, ce que les gens qui passent dans la rue ont dans la tête. C'est leur libre arbitre. Alors, libre arbitre, autant que faire se peut. Mais vous savez, à chaque fois que l'État se mêle de gouverner les consciences, on sait comment ça fonctionne. On a eu l'Inquisition, on a eu le régime stalinien, on a eu, les nazis, on peut en passer toute une série comme ça pendant des heures. Et donc, c'est ça l'argument fondamental avec lequel il faut discuter avec les gens qui ne sont pas plus que ça au courant, c'est contrairement à ce qu'on nous raconte, la laïcité, ce n'est pas une restriction de tes droits de citoyen. Si tu es musulman, tu as le droit de l'être. Si tu es catholique, tu as le droit de l'être. Si tu es protestant, si tu es juif, tu as le droit de l'être. Et si le samedi, le dimanche et le vendredi, tu ne vas pas à l'office, mais tu vas faire une belote avec les copains au bar d'en face, tu as le droit aussi. L'État ne se mêle pas de ça. Et donc, la laïcité, ce n'est pas une restriction des droits, ce n'est pas une restriction sur la liberté de conscience et la liberté de comportement des citoyens. La laïcité, c'est une restriction des pouvoirs de l'État. Si on reprend la loi de 1905, c'est une loi formidable, c'est une loi extraordinaire parce qu'elle n'interdit strictement rien aux citoyens. L'article 1, vous connaissez, mais je vais rappeler comme ça, c'est « La République garantit la liberté de conscience ». Il n'y a pas une once d'interdiction là-dedans. Et dans ce cadre-là, qui est général, il y a un tiroir plus petit dans l'armoire qui dit, dans ce cadre-là, elle assure la liberté de conscience et elle garantit la liberté de culte. Parce que la liberté de culte, c'est un élément de la liberté de conscience. Et c'est ce qui veut dire en clair que comme vous êtes libre de votre conscience, vous pouvez à 18 ans être catholique, à 20 ans musulman, à 25 ans athée comme tout, et demander le secours d'un vishnouiste le jour de votre enterrement. C'est bizarre, mais c'est vous que ça regarde. L'État n'a pas à intervenir là-dedans. La laïcité, c'est une limitation du pouvoir du gendarme. C'est une limitation du pouvoir de l'adjudant. C'est une limitation du pouvoir du fonctionnaire. Il n'y a pas de limitation dans les droits des citoyens.
c'est ça la question fondamentale. Et toute l'opération que je vous redécris, mais que je pense que tout le monde a bien compris maintenant, c'est si tu es musulman, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire au nom de la laïcité, mais nous, catholiques, chrétiens, mais principalement les catholiques, on a le droit d'avoir le président de la République et chanoine de Latran, comme il a été dit. On a le droit de mettre des crèches religieuses. Je ne parle pas des crèches de la petite enfance, là, parce qu'on en manquerait plutôt. Mais on a le droit de mettre des crèches religieuses dans la mairie. Vous allez me dire, c'est curieux cette affaire-là. Parce que franchement, ça coûte très peu et ça ne rapporte pas un rond. Pourquoi ils s'acharnent à mettre des crèches catholiques dans la mairie? Vous savez pourquoi? Juste pour dire, ici, c'est chez nous, c'est pas chez vous. Rappelez-vous la manifestation des petits voyous corses après les élections régionales. Ils sont sortis dans la rue, ils ont fait des ratonnades en disant « on est chez nous ». Eh bien, quand un maire, y compris à Marseille, y compris Nardussi, y compris Ravier, il faut dire les choses comme elles sont, qui font bénir leur crèche par le même curé, le père Ottonello, parce que s'il y a des élus qui ne sont pas malins, il y a des curés qui font de la politique. Eh bien, ça veut juste dire ça. On est chez nous, vous n'êtes pas chez vous. Et c'est ça qu'il faut, l'angle d'attaque, d'après moi, qu'il faut avoir. C'est un angle d'attaque politique, c'est-à-dire comment la société est gouvernée, par qui et dans quel but. Et le but de toutes ces opérations discriminatoires, c'est de ramener le fait qu'il y a une religion officielle et qu'on fait tout ça au nom de la tolérance. La tolérance, disait par ailleurs un facho, Paul Claudel, il y a des maisons pour ça. Et moi, je suis extrêmement hostile, mais violemment opposé à la notion de tolérance. Qui je suis pour vous tolérer? Qui êtes-vous pour me tolérer? Nous n'avons pas à nous tolérer. Nous avons une égalité des droits. Le principe républicain, c'est que les citoyens sont à égalité de droits. Et que dans ce titre-là, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Après, il y a des lois qui régissent les règlements, les comportements de la vie entre citoyens. Et c'est à ce titre-là, pour permettre la vie, pour permettre la paix civile. Attention, je n'ai pas dit la paix sociale. La paix sociale, c'est une autre paire de manches. Mais je parle de la paix civile. La paix civile, c'est que nos enfants, ils jouent au foot ensemble dans la cour de l'école. C'est ça la paix civile. Le jour où, comme en ex-Yougoslavie, les petits qui ont 8 ans, qui ont 12 ans se battent comme des chiffonniers dans la cour de l'école, ça, c'est qu'on est à 2 doigts de la guerre civile. Sous sa pire forme, c'est parce qu'on sait très bien que derrière les communautarismes religieux, ce qui profile son nez, c'est les communautarismes ethniques. Pas à se raconter des histoires, tout le monde a très bien compris que c'était ça. Et donc, si vous voulez, je ne sais plus pourquoi je parlais des petits dans les cours de récréation, mais c'est oui, pour la paix civile. Pour la paix civile. La paix civile, ça impose cette chose-là, c'est que tout représentant de l'État, puisque la laïcité, c'est une limitation des pouvoirs de l'État. Cette loi est formidable parce que la République se dit à elle-même, tu n'as pas le droit de persécuter tes citoyens pour ce qu'ils pensent. C'est la loi la plus libertaire, là, au sens de la liberté individuelle, qui ait jamais été votée, selon moi. Et donc, ça veut dire que si tu es fonctionnaire, tu représentes l'État. Alors, quand tu es derrière un guichet de mairie, quand tu es aide-soignante ou infirmière dans un hôpital, quand tu es prof de géographie ou instituteur, gendarme ou CRS, tu t'interdis toute manifestation de ce que tu penses en tant que citoyen. Parce que tu n'es pas là pour exprimer tes haines, tes rancœurs, tes frustrations, tes amitiés, tes préférences, tes amours. Tu es là pour que la loi commune, qui doit être la même pour tous, soit respectée. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est ça la question qui me paraît être la question fondamentale aujourd'hui. Et ça repose sur tout le processus historique qui nous a été décrit précédemment. Et qu'elle soit aujourd'hui bafouée, vous savez, ça ne sert à rien de pleurer. C'est dans l'ordre des choses. Dès que vous leur arrachez quelque chose, ils essayent de vous le reprendre. Sous cet angle-là, ils sont comme nous. Vous voulez que je vous dise? C'est le seul point commun qu'on a. C'est qu'eux, ils veulent se gaver jusqu'à en mourir. Et nous, on veut assurer un avenir, donc une paix civile décente pour nos enfants. Et moi, je suis comme tout libre penseur, convaincu d'une chose, et j'espère vous faire passer cette conviction-là, c'est que le combat pour la liberté de conscience, c'est un synonyme du combat pour la laïcité. C'est désarmer l'État sous son angle de persécuteur religieux.
Mais c'est vrai pour la France, c'est vrai pour n'importe quel pays du monde, pour n'importe quelle dictature du monde, qu'après le dictateur, qu'il soit musulman, qu'il soit alaouite, qu'il soit juif, qu'il soit catholique, qu'il soit orthodoxe, protestant, je ne vous donne même pas d'exemple, l'histoire, hein, si vous me poussez, je vous en donnerai des exemples de persécution, il faut désarmer ça. Et c'est la partie face, si vous voulez, de la pièce de monnaie. La partie pile, c'est le combat pour les conquêtes sociales. C'est avoir un niveau de vie décent, avoir des droits et des garanties, faire reculer la précarité, l'instruction laïque obligatoire et gratuite pour faire reculer l'ignorance. Et d'ailleurs, c'est un point, si on regarde la pomme, si on regarde l'objet sous un autre angle, c'est le point de rupture entre eux et nous, c'est-à-dire entre le camp des républicains, avec toute la palette des républicains, vous savez, il y a des anards, il y a des socialistes, il y a des communistes, il y a des trotskistes, il y en a qui ne sont rien de tout ça. C'est pas le problème. Ceux qui sont du côté de la République contre ceux qui sont du côté de la réaction et de l'obscurantisme, le truc fondamental qu'il y a, c'est cette question-là de la liberté de conscience du citoyen. Et quand il y a un problème, quand il y a quelque chose que nos enfants ne savent pas résoudre, on fait appel à l'instruction. On fait appel au savoir. C'est pour ça que j'étais très intéressé par le propos qui s'est tenu avant moi. Je me permets de dire qu'Alice a tenu avant moi. Parce que c'est l'instruction qui garantit l'avenir de la jeunesse, parce que c'est les conquêtes sociales, c'est les protections, c'est les droits, c'est les garanties, c'est la sécurité sociale. C'est le SMIC. C'est les conventions collectives, c'est les statuts de la fonction publique, c'est l'autre face de monnaie, c'est ça qui garantit l'avenir de la jeunesse. Et remarquez que tous ces gens qui utilisent de valse aux identitaires, tous ceux qui utilisent la répression, eux, ils ne parlent pas d'instruction. Quand il y a un problème, il y a quelque chose qu'on ne sait pas gérer, ils en appellent au bâton blanc. Il faut faire une loi qui interdise ceci, il faut faire une loi qui interdise cela. Ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Interdire, 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 interdire. Si vous me permettez de faire une conclusion paradoxale par rapport à ce que je vous ai dit, j'avais marqué là sur mon petit truc deux exemples, la France, l'Algérie. Je vais prendre l'exemple de l'Algérie parce qu'aujourd'hui, les choses... Mais à cause de, excusez-moi de temps en temps, je suis grossier, à cause de ces politicards de merde, des choses simples apparaissent effroyablement compliquées. Parce que, je vais vous dire un truc simple. Dans ce pays, on nous dit qu'il y a 9 millions de gens qui crèvent la faim pratiquement, qui sont au bord de... vous n'allez pas me faire croire que c'est parce qu'il y a un épicier arabe en bas de chez moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Tous les jours, on licencie des milliers de mecs, il y a des entreprises qui ferment dans tous les coins. On va vous faire un budget des hôpitaux, il faut fermer, il faut supprimer tant de postes. On vous fait un budget, il faut supprimer des postes. C'est parce que Fadila a un truc sur la tête. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est insensé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc des choses fondamentalement simples. Vous êtes citoyen français, vous pensez ce que vous voulez. L'État n'a pas à s'occuper de ça. Simplement, si pour votre bonheur, vous réussissez un concours de la fonction publique, vous êtes infirmière, eh bien, dans la rue, vous vous baladez avec un foulard. Quand vous mettez un pied dans l'hôpital, là, vous représentez l'État, vous êtes astreinte à la laïcité, c'est-à-dire à ne pas manifester vos opinions. Le malade qui est juif, qui est musulman, qui est catholique, qui n'est rien du tout, qui est libre-penseur, ne doit pas suspecter en vous voyant qu'on va le traiter mieux ou plus mal que la chambre d'à côté. C'est le principe d'égalité. La laïcité, elle procède du fait que nous devons être égaux entre nous, quoi que nous pensions par ailleurs. Quoi que nous pensions par ailleurs. Je prends l'exemple de l'Algérie parce que, vous savez, les choses, il y a des racines aux choses. Je ne suis pas convaincu que la France ait des racines chrétiennes, là c'est une autre histoire. Mais il y a des racines aux choses. En 1905, la République n'était pas parfaite, mais vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Quand même, c'est la République. Elle vote la loi, c'est une majorité républicaine. Imaginez 1905, pour les plus jeunes, là, c'est une époque stupéfiante. Les gens font campagne en disant si on est élu, on fera la loi de séparation. Ils sont élus et ils font la loi de séparation. Vous imaginez ce truc extraordinaire qu'une fois élus, ils font ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient avant. Mais quand même, il y a les colonies. Alors comme je ne peux pas parler de tout, je vais parler que de l'Algérie. Puis en plus, pour beaucoup de nous, c'est ce qui peut tenir à cœur pour l'histoire, voilà, que parfois certains d'entre nous ont vécu.
Donc la loi de 1905, c'est pour la France métropolitaine. En Algérie, il y a un préfet qui questionne le gouvernement, et le ministre à l'époque, c'est des colonies, s'appelle André Maginot. Vous savez, c'est celui de la ligne Maginot. C'est comme ça, c'est pas de ma faute, c'est André Maginot. Et il dit, je ne comprends pas, je reçois des circulaires qui ne correspondent pas à la loi de 1905, notamment sur le contrôle des religieux musulmans en Algérie par les militaires. Parce que la colonie, c'est les militaires. C'est le gros bâton quand même. Hein, c'est la baïonnette. Et voilà la réponse que lui fait le ministre. Début 1907. Les différences que vous avez pu relever entre la loi et le projet de décret d'application, c'est-à-dire la loi de 1905 et le décret d'application pour les 3 fameux départements français d'Algérie, ont pour but d'approprier la nouvelle législation à la situation spéciale de l'Algérie et de permettre à monsieur le gouverneur général, à qui incombe la responsabilité des intérêts de notre domination, de prendre, lorsque les circonstances l'exigeront, les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts. C'est-à-dire que l'État confie aux militaires et à l'administration civile, la puissance coloniale, dit la préservation de notre domination veut qu'on contrôle la religion du peuple colonisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et toutes les origines du mouvement national algérien, c'est-à-dire de l'étoile nord-africaine, je ne vais pas vous faire jusqu'à toute l'histoire, le combat de Messali Hadj et de ses camarades, et puis voilà, ça repose sur ce truc-là, qui est que la revendication d'égalité des droits et le combat pour l'application de la loi de 1905 en Algérie. Et même des gens qui ne sont pas de cette mouvance nationaliste algérienne, telle qu'elle est incarnée à l'époque par Messali Hadj, c'est par exemple, vous avez lettre de l'émir Khaled au président, excusez-moi pour mon accent arabe, il est lamentable, je suis désolé, au président Herriot, 5 juillet 1924. Khaled, c'est l'émir Khaled, c'est le petit-neveu d'Abdelkader. Hein, c'est le petit-neveu d'Abdelkader. C'est son héritier politique. Donc, il écrit une lettre, Monsieur le Président, les musulmans algériens voient en votre avènement, parce que Herriot, c'est un radical, c'est un de ceux qui ont voté la loi de 1905. C'est la majorité républicaine. Et là, on est en 24, c'est plus 1905. Voilà, le cartel des gauches, au pouvoir un heureux présage, une ère nouvelle pour leur entrée dans la voie de l'émancipation. Je ne vous lis pas tout. Si vous voulez, s'il y a une photocopieuse, ou si vous me laissez votre mail, je vous l'enverrai. Donc, vous voyez, il y a 10 points. C'est une lettre, il y a 10 revendications. Parce qu'il n'écrit pas juste pour lui dire bonjour. Hein, normal. Il écrit, voilà, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Parce que c'est à cette époque-là le dirigeant du mouvement d'émancipation algérien. Et il dit, c'est le vocabulaire de l'époque, application intégrale aux indigènes de la loi sur l'instruction obligatoire avec liberté de l'enseignement. Instruction obligatoire. Vous voyez, lui, il ne fait pas appel au bâton blanc. Hein. L'école, il dit, l'école, l'instruction, avec liberté de l'enseignement. La liberté de l'enseignement, ça ne veut pas dire financement de l'enseignement. Hein, parce que, par exemple, nous, libres penseurs, vous l'avez compris, je suis un peu hostile aux religions, à leur mainmise sur la société. Je ne suis pas pour l'interdiction de l'enseignement religieux. Je suis pour que tout l'argent de la République aille à l'école de la République. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Maintenant, s'il y a des gens qui estiment qu'ils ne veulent pas mélanger leurs enfants avec les nôtres, ils peuvent le faire, à part, à leurs frais. À leurs frais, hein. Quand ils partent en croisière, on ne les paye pas quand même. Donc là, ils ont une exigence supplémentaire, c'est à leurs frais. L'école publique, c'est l'argent public. L'école privée, c'est l'argent privé. Donc, je vous passe, liberté de presse et d'association. Point 7, application au culte musulman de la loi de la séparation des cultes et de l'État. Point 9, application aux indigènes des lois sociales et ouvrières. Si vous voulez, je ne vais pas le faire pour gagner du temps, mais j'ai le texte ici intégral. Il y a un étudiant que je ne connais pas d'ailleurs, j'ai trouvé ça sur Internet, je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu, qui a écrit un texte, pratiquement une thèse, sur cette question de l'application. Il explique que les chefs religieux algériens de l'époque, ce qu'on appelait les oulémas, réclament la stricte application de la loi de séparation. C'est-à-dire ils ne veulent pas
les chefs musulmans, hein, les religieux musulmans, ils disent nous ne voulons pas de la tutelle de l'État colonial, qui plus est, sur notre religion. On veut pouvoir exercer notre religion librement, comme les catholiques, les protestants ou les juifs le font en France. C'est-à-dire, nous voulons la séparation. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on se rend compte, en définitive, qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui dit on va remettre en cause la loi de 1905, ce que Katia nous rappelait tout à l'heure, on va remettre en cause la loi de 1905, on va refinancer les religions. Alors vous avez compris, hein, c'est la recette du pâté d'alouette. Hein. Une alouette pour l'islam, un cheval pour les catholiques, hein, le financement. Ça, c'est couru d'avance, hein, c'est pas la peine. Bon, il inscrit ses pas dans la tradition non seulement du maréchal Pétain, la loi de décembre 1942, mais en plus, c'est la seule vraie tentative de liquidation de la loi 1905, c'est Noël 1942, à l'abri des baïonnettes allemandes, Pétain légifère. Mais il inscrit ses pas, Macron, dans la vieille tradition de l'autorité coloniale. Il faut que la religion des indigènes soit sous tutelle pour assurer les conditions de notre domination. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons notre trajectoire, elle est limpide. Nous, c'est liberté individuelle, surveillance, limitation des pouvoirs de l'État afin qu'il n'écrase pas les citoyens. Eux, ils ont un truc, c'est l'armée, la police doivent contrôler la conscience des citoyens. Et quant à ces prétendus laïcs, et ça sera ma conclusion, qui disent « vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas le manifester dans la rue parce que c'est l'espace public ». Non. Mélangeons pas tout. L'espace des services publics, quand tu es fonctionnaire, tu représentes l'État, tu es neutre. Enfin, je prends l'exemple de l'hôpital. Écoutez, c'est pas la peine d'être catholique pour avoir un cancer du pylore. Hein. C'est pas la peine d'être musulman, malheureusement, pour être diabétique. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Les malades, ils n'ont pas à limiter l'expression de leurs convictions religieuses. Les usagers qui prennent le bus, qui vont retirer un papier à la caisse de, je sais pas, la sécurité sociale ou de n'importe quelle institution, n'ont pas à limiter leur liberté de conscience. C'est celui qui est de l'autre côté du guichet. C'est le fonctionnaire qui représente l'État. Le citoyen, il se représente lui-même. S'il est musulman, il est musulman. S'il est catholique, il est catholique. S'il n'est rien de tout ça, il n'est rien de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, écoutez, presque, je vais arrêter là parce que je sens que je vais parler trop longtemps. Mais il ne faut pas se tromper. Le combat de la laïcité, ce n'est pas un truc qui passe entre les Français de souche et les immigrés. Alors, en plus, c'est un truc, c'est incroyable ça. Moi, franchement, je ne suis pas du tout d'origine du Maghreb. Je trouve que ces camarades-là, ces amis-là, ces citoyens-là ont une patience. Moi, je ne suis pas sûr que j'aurai la même. Hein. Ah, je vous garantis. Hein. Ils ont une patience. Vous vous rendez compte, on leur fait le coup de la immigrée de la 3e génération. Mais jusqu'à la 25e, ça va durer. Vous avez entendu dire d'un Espagnol ou d'un Portugais ou d'un Polonais qu'il était immigré de la 3e génération? Mais c'est une discrimination, mais c'est abominable. Vous voyez? Et donc, ces gens ont une patience. Honnêtement, je pense que je ne l'aurais pas. Et donc, le combat, le clivage n'est pas entre cela et cela. C'est le clivage, c'est entre nous, citoyens, qui voulons vivre décemment, qui voulons que nos enfants vivent décemment, mais surtout qui continuent à jouer au foot ensemble dans les cours de récréation. On ne veut pas de la Yougoslavie, nous. On ne veut pas du Rwanda. On ne veut pas du Liban. On ne veut pas ça, nous, pour nos enfants. Et ceux qui veulent nous enfermer, voilà, la ligne de partage, elle est là. Et de l'autre côté, il y a ceux qui veulent nous enfermer dans une organisation clanique, communautariste de la société. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se prenne à la gorge pour qu'eux continuent à régner, pour qu'eux continuent à dominer. Et là, le retour au concordat, parce que c'est ça le projet, ils le disent hein, d'ailleurs, Darmanin, c'est marrant, c'est le ministre du budget. Il dit qu'il faudrait faire un concordat avec l'islam. Qu'on ne me dise pas que ce n'est pas une histoire d'argent, c'est le ministre du budget. Parce qu'il dit, on voit bien les gilets jaunes, tout ça, ces gens, ils vont nous sauter à la gorge. Ils ont peur que de ça, c'est que nous, on leur saute à la gorge. Il faut qu'on trouve quelque chose pour qu'ils se prennent à la gorge entre eux. C'est ça la remise en cause de la loi de 1905. Ça a été dit tout à l'heure. Les guerres de religion en France étaient un sport national. Depuis la loi de 1905, beaucoup moins. Hein. Ah si, il y a un certain intermède quand même. C'est la persécution des Juifs sous le gouvernement de Pétain, qui remettait en cause la liberté de conscience des citoyens. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une trajectoire.
Et donc, c'est la raison pour laquelle la Fédération nationale de la libre pensée appelle à des rassemblements et à des délégations devant les préfectures le samedi 8 décembre, parce que c'est l'anniversaire de la loi de séparation du 9 décembre 1905. Et on appelle les partis, les élus, les associations laïques, parce qu'il y en a quand même, les organisations syndicales, à se rassembler, à aller en commun en délégation à la préfecture pour faire savoir au gouvernement qu'il ne faut pas toucher à la loi de 1905. On n'a pas d'illusion, hein. C'est le coup d'envoi d'une bataille de chiens qu'il va falloir mener contre ce gouvernement. De la même façon qu'on doit combattre contre le fait qu'ils sont en train de vouer 1, 2, 3 générations à la misère la plus totale. Je vous remercie de votre attention. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence. Merci à Katia qui a organisé cette réunion publique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Kamel Benjegelal. Je suis candidat sur la liste France Insoumise aux élections européennes. Je suis chauffeur poids lourd de profession. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Et je vis parmi les classes populaires sur la commune de Gardanne. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on s'exprime, c'est toujours important de dire sa situation sociale. C'est toujours important de dire d'où on parle. Beaucoup de choses ont été dites à ma gauche, beaucoup de choses ont été dites à ma droite. Comment on monte les gens les uns contre les autres? On parle d'Europe, l'Europe du vivre ensemble. De quelle Europe on veut? Celle des marchés, celle des peuples, celle des nations ou celle du tous contre tous? 2008, il y a la crise financière. On a payé leurs dettes, le contribuable a sauvé les banques. Qu'est-ce qui se passe depuis 2008? On a eu l'épisode des Roms, on a eu les musulmans, on a eu les islamistes, on a eu l'islamo-gauchiste, pour faire référence à Manuel Valls, on a eu les radicalisés, on en a eu des mots. Hein. Et puis aujourd'hui, comment je ressens les choses, il y a un nouveau mot magique qui est sorti, on met tout à l'intérieur, c'est le mot migrant. On met tout dedans, voilà, ça regroupe tout. On essaye de faire des prochaines élections européennes, des prochains scrutins. On va dire Macron contre Orban et Salvini, grosso modo le nationalisme, le racisme contre les gens raisonnables, à côté il y a nous. Pourquoi on fait ça? Pourquoi, comme dit mon collègue à ma droite, on veut que les gens ils se sautent à la gorge les uns sur les autres? C'est parce qu'il y a une politique, des politiques européennes. Parce qu'on a fait une Europe économique avant de faire une Europe politique. Il y avait un économiste et homme politique qui s'appelait Alain Madelin. Il disait « Le traité de Maastricht est une assurance-vie face à toute expérience socialiste. » 25 ans plus tard, j'ai envie de dire, les traités européens, donc Rome, l'acte unique européen, Maastricht, Amsterdam, Nice, Lisbonne et le dernier en 2012, le TSCG, traité, stabilité, coordination, gouvernance européenne, ils aiment bien mettre des mots compliqués, c'est pas si compliqué que ça. J'ai envie de dire, 25 ans plus tard, les traités européens sont une assurance-vie face à toute expérience sociale, écologique et démocratique. Ces normes européennes qui font que les peuples sont en concurrence les uns avec les autres. Les Roms, on a eu l'épisode des Roms, ça a disparu depuis quelques années, parce qu'ils viennent de Roumanie, ils sont pauvres. Par contre, pour délocaliser les usines en Roumanie, ça ne pose pas de souci. Voilà, utiliser les salaires à 150, 200, 250 euros, ça ne pose pas de problème. Mais quand il y en a 17 000 qui arrivent en France, faites le pourcentage par rapport au nombre de la population, on dirait qu'on est envahi. À chaque fois, c'est comme ça. Katia, tout à l'heure, l'a rappelé, il y avait un sondage du Monde en 2015 qui disait que 31% des Français étaient athées et 33% des Français se déclaraient non religieux. Moi, dans ma vie, tous les jours, à la sortie de l'école, à l'association de football, de partout où je peux aller, sur les marchés, sur les bistrots, on m'a jamais parlé de religion. On ne parle pas de religion, on parle de social, on parle de logement, on parle d'éducation, on parle de salaire, on parle de convention collective pour ceux qui sont syndiqués. On me parle de misère, on me parle d'avenir. Les gens ont peur. Voilà, les gens ont peur. Et comment on fait pour les sortir de la résignation? Comment on fait pour qu'ils aient plus peur? Comment on fait pour qu'ils lèvent la tête? Comment on fait pour qu'ils ne regardent plus leurs voisins, sa couleur de peau, ses mœurs, sa religion, je ne sais quoi d'autre? Parce que tout ça, c'est des raisons. Derrière tout ça, il y a des raisons économiques. Quand on vit correctement, quand on a un logement décent, quand nos enfants ils vont à l'école, comme me dit monsieur à la droite, ils jouent ensemble dans les cours d'école, on ne regarde pas les mœurs du voisin, voire même elles disparaissent. Et je vais vous dire,
moi, je vis en HLM, chez les classes populaires. Il y a des personnes qui pratiquent autour de moi. On m'a jamais embêté. J'ai l'impression, pendant une époque, moins maintenant parce que Manuel Valls est parti, j'ai l'impression pendant une époque, c'était tous les jours, 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 tous les jours. Ça s'arrêtait pas. Aujourd'hui, on respire un peu. On a un gouvernement qui fait une politique pour les riches, qui prend aux pauvres pour donner aux riches. Il l'assume. Il l'assume. Comment vivre ensemble en Europe? Comment peut-on faire pour que les nations vivent ensemble en Europe? Ça va être compliqué. Il y a 6 pays qui n'ont pas de SMIC en Europe. Les autres, on est 28, bientôt 27 avec le Brexit. Les autres ont un salaire minimum. Le salaire minimum est de 200 € à 1400 € brut. Comment voulez qu'on vive ensemble? En Ukraine, c'est 100 € le salaire. En Pologne, je vous en parle même pas, c'est 250 €. Comment on fait pour vivre ensemble? Comment on fait pour que les peuples puissent vivre ensemble quand on a des écarts de salaire aussi considérables, quand on n'a aucune norme sociale et de plus, aujourd'hui, les dégâts environnementaux. Parce que le social, ça va, ça vient, ce qu'ils nous ont pris, on peut le reprendre. Mais ce qui est pris à la planète, ça va être un peu plus compliqué. Et pour assumer toutes ces politiques-là, la laïcité est un instrument. La laïcité est un instrument parce que moi, cette semaine, j'écoute Radio France le matin, des fois France Culture, très souvent France Inter. Il y a des paroles comme ça, violentes, que j'entends. J'entendais la journaliste Alexandra Ben Saïd qui parlait à, je ne sais plus comment il s'appelle, l'invité. Ça va me revenir. Elle lui disait, comment on fait pour que les jeunes des cités se lèvent le matin? Voilà, ça c'est gratuit, c'est comme ça. Et moi, j'ai envie de lui répondre. Mais dans cette république du fric, qu'est-ce que vous avez à leur proposer à ces gamins? Dans cette république où une minorité prend tout, où on monte les gens les uns contre les autres. Aujourd'hui, socialement, on a 21 métropoles, on a des gens qui vivent à l'intérieur des métropoles, c'est compliqué, ils ont un emploi non délocalisable, ils ne sont pas victimes du libre-échange. Par contre, on a tous ceux qui sont relégués en dehors des métropoles, on le voit avec les gilets jaunes, on le voit avec la carte des blocages, elles sont toutes en dehors des métropoles, très peu au centre-ville. Pourquoi je dis ça? Je faisais partie d'un mouvement qui s'appelait Nuit debout, il y a 3 ans de cela, et c'était dans tous les grands centres-villes de France. Et c'était le Paris Bac+3, Bac+5, c'était, on va dire, les classes éduquées, on va dire les intellos, les étudiants, qui étaient là en essayant de refaire le monde comme les Gilets jaunes essayent de le faire aujourd'hui. Mais moi, je me souviens quand je partais en reportage avec Dila Taïbi de l'émission Là-bas si j'y suis, les gens dans les bistrots me disaient « Ah oui, ça me dit quelque chose, les marionnettes », parce que vous savez, quand ils étaient d'accord, ils tournaient les mains. Ou on me disait « Monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez, la nuit, je dors ». Par contre, aujourd'hui, les gilets jaunes, tout le monde connaît. Tout le monde entend parler. Et il y a une fracture à l'intérieur des gilets jaunes entre les habitants, on va dire. C'est un mouvement qui est soutenu, je veux dire, chez les cadres, au bout d'un moment, voilà, ces gens-là, voilà, vous nous faites chier, quoi. Moi, j'étais sur les blocages. Au bout d'un moment, voilà, vous êtes bien gentils, mais c'est quelle France qui parle? C'est la France résignée, c'est la France invisible, c'est la France, on va dire, qui se tait, c'est la France qui ne vote pas, c'est la France qui peut voter aussi à l'extrême droite, c'est la France avec qui l'instrument de la laïcité, pour faire un lien avec les interventions de mes collègues à droite et à gauche, marche, fonctionne. Dès qu'on leur parle de Burkini, une dame qui met un truc, qui va se baigner, voilà. Ça en fait la une des journaux. Quand je dis à des gens, bah, c'est vendu à Decathlon, qu'est-ce que je vous dise? Vous allez dans une grande distribution, c'est vendu, vous croyez qu'elle l'a fabriqué? Voilà. Elle va se baigner avec, voilà, moi, je comprends pas, je sais pas de quoi vous parlez, voilà. Quand je discute de ça dans les bistrots, voilà, on me dit, ah, bah, t'as vu, elle a fait ci, elle a fait ça, c'est pas normal, etc. Mais c'est des gens qui sont dans une souffrance sociale considérable. C'est des gens qui n'ont plus d'emploi. C'est des gens, là, pendant toutes les années 80, il y a eu une grande désindustrialisation. Il y a eu une grande déréglementation. Il y a eu la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avec Pascal Lamy. Après, il y a eu Dominique Strauss-Kahn avec les stock options. Alors, on a tout, là. On a une économie ouverte. On a une minorité qui prend tout, qui a délocalisé ses usines de partout, en Bulgarie, en Pologne, en Chine. La Chine, c'est trop cher aujourd'hui, il faut aller au Bangladesh. Je veux dire, comment on peut vivre ensemble comme ça? Comment on peut vivre ensemble? Moi, je vais vous dire, pour l'avenir, je suis quand même très optimiste. Je suis quand même très optimiste parce qu'on a une force politique. On s'organise, on a quelque chose à proposer. On a les classes populaires qui s'investissent. La preuve, c'est que je suis là en train de m'exprimer devant vous ce soir. Je suis chauffeur poids lourd.
C'est pas tous les jours qu'on a des classes populaires qui s'investissent et qui prennent la parole. C'est pour ça que moi je réponds aux invitations quand on me donne la parole, parce que c'est pas tous les jours que les gens qui vivent en HLM puissent s'exprimer. C'est pas tous les jours qu'on nous donne la parole. C'est pour ça que moi je me suis engagé en politique. Je me suis engagé en politique pour lutter contre la résignation chez les classes populaires, pour leur dire qu'on peut faire autre chose, qu'on peut essayer de faire autre chose et de faire raviver, on va dire, l'espoir. J'ai pas envie qu'à chaque fois qu'on va lever le drapeau de la laïcité, qu'on va essayer de monter, comme mon collègue à droite l'a expliqué, les gens les uns contre les autres, et comme ma collègue à gauche l'a expliqué dans l'histoire comment ça s'est passé, qu'on va recommencer encore à me parler de religion. Là, ça fait un bout de temps qu'on ne me parle plus de religion. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. On me dit, regarde, Emmanuel Macron, il fait ci, regarde, il donne de l'argent aux autres, regarde ceci, regarde, j'arrive plus à la fin du mois, regarde, je gagne 800 €, comment je fais pour vivre. Il y a la classe, mes enfants, ils sont partis en classe verte, en classe d'automne, bon, faut payer, comment on fait, etc. Bon, je fais un dossier avec la CAF, etc. Voilà, on me reparle de social, on me reparle de problèmes. Voilà. Et ça, c'est déjà ça, sincèrement. Quand on vit parmi les classes populaires, de plus entendre parler de religion depuis un petit bout de temps, là, hein, je vous dis pas que ça va pas revenir, je dis juste que là, on reparle de social, je vois des gens avec un gilet jaune dehors, qui expriment leur colère, qui sont pas contents, il y a de tout à l'intérieur, c'est très hétérogène. Mais au moins, il y a une France invisible qui se mobilise. Il y a une France invisible qui se mobilise. Et je veux dire, en septembre, qui aurait pensé qu'en novembre, on a un mouvement comme ça? La vie politique, c'est long, c'est imprévisible, ça peut aller très vite. Hier, il y a 2 jours, on a eu des élections législatives. Beaucoup de mes camarades n'étaient pas contents. Mais moi, très souvent, je dis, la force politique dont je fais partie, c'est-à-dire d'améliorer la vie sociale, les conditions humaines des gens, comme l'écrit Serge Halimi, directeur du Monde diplomatique, dans un bouquin que je vous recommande qui s'appelle « Quand la gauche essayait ». Quand est-ce que la gauche est réellement arrivée au pouvoir? Quand est-ce qu'elle a essayé de renverser la table? Quand est-ce qu'elle a essayé? Il y a le cartel des gauches, il y a le Front populaire, il y a la Libération, il y a 1981. C'est un livre que je vous recommande, c'est très bien expliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je vois comment on arrive à se mobiliser, quand on arrive à avoir une candidate au 2e tour, même si elle a fait 42%, il y a 7 ans, 8 ans à l'arrière, on aurait été content. Aujourd'hui, continuons à nous mobiliser. Moi, je suis très optimiste pour l'avenir. Battons-nous partout, dans les rues, dans les quartiers. Il se fait plein de choses à Marseille. Aujourd'hui, il y a des immeubles qui s'effondrent aujourd'hui à Marseille. Je suis content qu'on parle de logement et pas de religion. Aujourd'hui, partout en France, il y a des gens qui commencent à mettre des mots sur leur souffrance. Je suis content qu'on ne parle pas de voile, je suis content qu'on ne parle pas de burkini, je suis content qu'on ne parle pas de Rome, voilà. Mais le gouvernement essaye au maximum de faire Macron contre Orban, Macron contre Salvini, les nationalistes contre les gens raisonnables au pouvoir, et à côté, il faut éviter les populistes, il faut éviter les extrémistes, etc. etc. Battons-nous contre ça, essayons de lever la tête, de tenir bon, et de renverser la table pour les élections européennes en envoyant un maximum de nos candidats au Parlement européen. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci de m'avoir écouté.